Nous allons passer maintenant à la deuxième présentation par Jean-François Kerléo. Donc Jean-François Kerléo a d'abord obtenu une thèse de doctorat à l'Université Lyon 3 et il est actuellement professeur de droit public à l'Université Aix-Marseille. Il travaille beaucoup sur les questions de déontologie, de transparence et il va nous faire une communication sur la confiance et l'action gouvernementale. Jean-François, la parole est à vous. Bon. Allez, hop, je vais mettre... Bon, non, je ne mets pas mon chrono. Je vous dirai. Et je suis un habitué des dépassements, donc voilà, je préfère prévenir à l'avance. Bien, bonjour à tous, à toutes et tous, et d'abord un grand merci évidemment aux organisateurs du colloque de m'avoir convié aujourd'hui pour traiter d'un sujet évidemment tout à fait intéressant et que j'ai retravaillé ces derniers jours en écoutant les interventions d'hier, puis que j'ai retravaillé notamment parce que en réalité je suis arrivé avec une intervention qui n'était pas la bonne. Je me suis trompé avec un colloque dans lequel je dois intervenir dans quelques jours, donc j'avais fait une intervention sur confiance et transparence, et donc c'était pas vraiment le sujet. Donc vous aurez un peu d'indulgence, j'espère, avec mon intervention, qui va faire un peu le panorama des manières de construire, on va dire, la confiance du gouvernement. Alors tout d'abord, donc on a déjà bien abordé la question de la confiance, mais je voudrais quand même moi aussi mettre ma petite pierre à l'édifice sur la définition. Une définition que je vais aborder évidemment en lien avec mon propre sujet, donc je vais orienter un petit peu la définition de la confiance qui vaut évidemment pas pour toute réflexion. Alors pour moi, bon, s'interroger déjà sur la confiance, de surcroît donc dans l'angle que je vais prendre, c'est partir du principe qu'elle n'est pas ou qu'elle n'est plus, qu'il y a une défiance à contenir, une confiance avec laquelle renouer, à construire ou reconstruire. Quand la confiance est là, il n'y a rien à dire, ce n'est que lorsqu'elle se dissipe, s'amenuit, disparaît que l'on évoque la confiance. C'est la suspicion, donc même mineure, qui interroge la confiance. Dès lors que l'on fait intervenir des procédés, et je vais traiter de plusieurs d'entre eux, c'est qu'il faut établir une confiance qui n'existe donc pas ou plus. Dès lors, ce que nous traitons depuis quelques jours, ça n'est pas à proprement parler, je pense, la confiance, mais c'est la manière de négocier, on pourrait dire, avec la défiance ou la méfiance. Alors dans le domaine politique qui m'intéresse, qui nous intéresse depuis 2 jours, je dirais même qu'il faut de la défiance et que les conditions de la confiance que nous évoquons tous depuis 2 jours, enfin depuis hier, eh bien, sont plutôt des manières de contenir la défiance, la réguler plutôt que de la supprimer. Alors en partant de là, je voudrais proposer une approche de la défiance que je vais définir dans un sens donc un peu orienté, à partir de quelques éléments. Premier élément, délégation. Deuxième, asymétrie. Troisième, acceptabilité. Quatrième, fiabilité. Et cinquième, je mets ça dans un package, stabilité, sécurité et risque. Alors tout d'abord, premier élément, délégation. Il y a, la confiance, la question de la confiance surgit dans l'hypothèse où l'on délègue une part de son pouvoir à quelqu'un, où on transfère une chose qui nous appartient ou nous incombe à une autre personne qui en aura la charge. On n'a pas toujours le choix. Cette chose peut ne pas pouvoir être réalisée par soi-même, mais dans tous les cas, on fait comme si elle nous incombait et on en avait la responsabilité et on la délègue. Si la délégation, il y a deuxième élément, eh bien, il en découle une asymétrie, puisqu'on doit se fier au jugement et à l'action de la personne à qui on délègue ce pouvoir. Donc, il y a une asymétrie, et sans pouvoir avoir la certitude qu'il remplira sa tâche correctement. D'où troisième élément, l'acceptabilité. Il y a confiance s'il y a acceptabilité de cette asymétrie d'information, de cette asymétrie de pouvoir entre la personne à qui, entre le délégant et le délégataire. Quatrième élément, la fiabilité. Pour faire confiance, il faut admettre la fiabilité de celui à qui on délègue le pouvoir. Alors la fiabilité peut être celle de la personne ou celle de son action, de sa compétence.
Et ce n'est pas pareil, on le verra, puisque les conditions pour établir la confiance sont extrêmement différentes selon que l'on cherche à établir la fiabilité de la personne ou la fiabilité de l'action. Et on peut très bien faire confiance à quelqu'un parce qu'il est compétent, mais ne pas l'aimer et ne pas avoir sa confiance personnelle. Enfin, dernier élément, c'est la stabilité, sécurité et risque. Donc la confiance offre normalement certaine stabilité dans les relations sociales et une certaine sécurité dans les échanges. C'est-à-dire qu'elle réduit le risque, du moins psychologiquement, émotionnellement, dans l'esprit de la personne qui délègue son pouvoir. À ce titre, en tout cas en matière politique, et contrairement à ce que dit Niklas Luhmann qui a été évoqué hier, et qui voit dans la confiance un moyen de réduire la complexité, aujourd'hui je pense qu'au contraire, la question de la confiance ou de la défiance démontre qu'en politique, cette question de la confiance est un immense facteur de complexité, puisqu'on voit se multiplier un nombre de dispositifs considérables dans la perspective d'établir une confiance, et on a une espèce de réaction en chaîne en permanence, puisque un dispositif ne suffisant pas, on va toujours beaucoup plus loin dans ce dispositif-là pour établir la confiance, donc c'est un facteur paradoxalement de complexité politique. Alors, cela dit, maintenant, je voudrais travailler sur la question du gouvernement. Donc, c'est dans le cadre de l'action gouvernementale que je voudrais plaquer cette rapide définition de la confiance. Alors, le gouvernement, puisque c'est le sujet qui m'a été accordé, le gouvernement n'est pas élu. Or, évidemment, l'élection peut être un facteur potentiellement de confiance, alors que la nomination, beaucoup moins. Donc la confiance du gouvernement, c'est une confiance qui est indirecte, c'est celle qui découle de la nomination par les représentants élus. Donc le gouvernement tire finalement sa confiance de la confiance que l'on accorde plutôt au Parlement, ou potentiellement d'ailleurs au président de la République qui, dans certains pays, nomme des premiers ministres, pas toujours les bons. Alors, donc, plus que pour le pouvoir législatif, le gouvernement doit chercher à obtenir la confiance. Il doit, plus que pour le Parlement, puisqu'il est simplement nommé et pas élu, il doit essayer de conquérir, de fabriquer sa confiance. Alors, je vais évoquer 3 techniques, me semble-t-il, qui répondent finalement à leur manière à cette confiance, comme délégation, asymétrie, acceptabilité, fiabilité. 3 points. Le premier point, c'est l'exemplarité. Le deuxième point, c'est la transparence. Et le troisième point, la participation. L'exemplarité permet de s'assurer que le gouvernant, en tant que personne, est fiable, mettra de côté son intérêt personnel. C'est ce qu'on a vu hier, c'est la condition la plus récente et qui a une originalité, c'est qu'elle traite de la personne. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à déterminer, enfin à produire la confiance, la fiabilité qu'on peut avoir vis-à-vis du représentant, enfin du gouvernant. Deuxième, c'est la transparence. Elle distribue une information qui permet de rendre compte aux citoyens, qui peut suivre le travail des institutions et qui peut donc contrôler l'action publique. Troisième élément, la participation qui permet à différents acteurs, on le verra, des experts, des parties prenantes, des citoyens, de contribuer à la réflexion sur la politique publique, voire à produire de la décision publique, et donc d'y intégrer son intérêt, et alors de mieux l'accepter, de considérer la décision publique comme étant légitime puisqu'on y a participé. Donc premier point, l'exemplarité. Alors l'exemplarité s'intéresse à la personne, elle permet de connaître la personne, de la contrôler et donc de s'assurer que l'on donne sa confiance à quelqu'un qui en est digne. L'exemplarité garantit non seulement que la personne sera intègre, probe, non corrompue, mais au-delà exercera aussi son pouvoir conformément à une certaine décence, à certaines attentes. En droit, c'est le dernier mode de fabrication de la confiance. C'est le plus récent. Normalement, ce mode de confiance est à l'origine plutôt factuel. On fait confiance parce que la personne nous plaît, parce qu'elle a des idées intéressantes, parce que ses discours sont brillants, parce qu'elle a du charisme, parce qu'on connaît ses exploits passés. Or, cette exemplarité de fait n'existe plus ou beaucoup moins aujourd'hui, d'où l'intervention du droit
assez paradoxalement, pour assurer que la personne nommée est effectivement intègre, probe, digne de confiance. Alors 3 points très rapidement sur l'exemplarité. Tout d'abord, il y a la déontologie, ensuite il y a le comportement, l'action de fait des acteurs, et ensuite il y a la transparence de la personne. La déontologie. Alors on l'a abordé hier avec Éric Buge, déjà pas mal. En France, c'est la loi du 11 octobre 2013 principalement qui prévoit une définition des conflits d'intérêts, qui prévoit que les ministres doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt, qui prévoit également, alors ça c'est pas la loi de 2013, mais qui prévoit qu'avant la nomination, il y a un contrôle fiscal préalable de la personne qui est nommée. Le président de la République peut même saisir la haute autorité pour la transparence de la vie publique pour s'assurer au préalable, en amont de sa nomination, de l'intégrité et de l'absence de conflit d'intérêt de la personne qui est nommée, etc., etc. Donc on a tout un corpus ici qui permet de s'assurer en quelque sorte de la fiabilité de la personne qui va être nommée. Sur le point de vue du gouvernement, il y a ici un corpus quand même qui est assez conséquent en France, donc qui découle de la loi du 11 octobre 2013, qui découle également de la loi du 15 septembre 2017. En revanche, sur ce qu'on pourrait appeler une déontologie plus spontanée, on s'aperçoit que le gouvernement est là beaucoup moins dynamique, on va dire, que d'autres acteurs, puisque, par exemple, le gouvernement n'a pas de déontologue. Alors que en France, il y a un déontologue pour l'administration, il y a un déontologue pour le Parlement, il y a un déontologue pour le Conseil économique, social et environnemental, il y a un déontologue pour les élus locaux. La seule institution politique française qui n'a pas de déontologue, c'est le gouvernement. Autre point, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, une charte, enfin un code de déontologie des ministres avait été adopté. Celui-ci a totalement disparu, donc il y a eu des questions parlementaires pour savoir s'il était encore en vigueur. Vraisemblablement, oui, mais non, puisqu'il n'apparaît plus et qu'il n'est plus opposable sans l'avoir vraiment été. Donc on a eu un code, on n'en a plus, il est encore là sans être là, etc. Donc il y a ici une certaine inconstance et une volonté assez limitée, on va dire, du gouvernement quant à une déontologie spontanée. Autre point rapidement dans l'exemplarité, évidemment, bon là je vais aller très très vite, mais c'est sur le comportement et les actions des acteurs. Donc là ce sont des données beaucoup plus factuelles, c'est par exemple le fait de respecter la parole que l'on a donnée, le respect des institutions et de ne pas s'asseoir en quelque sorte sur les règles de l'état de droit, les coutumes un petit peu constitutionnelles sur lesquelles peuvent s'asseoir certains présidents de la République dernièrement en France, le respect du suffrage universel direct, vraisemblablement également le même président n'a pas l'air d'avoir entendu les dernières élections qu'il a lui-même provoquées, des résultats d'un référendum par exemple, évidemment. Ici, le fait de ne pas avoir respecté le référendum sur le traité portant constitution pour l'Europe peut aussi être considéré comme un acte, évidemment, de défiance. Donc l'exemplarité, c'est aussi la parole donnée, le respect des élections, le respect des votes, etc. Troisième point, la transparence de la personne. Donc si ça fera ma transition avec ma deuxième partie. Transparence de la personne. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'en France, avec la loi du 11 octobre 2013, on a imposé le dépôt d'une nouvelle déclaration de patrimoine et d'intérêt à l'ensemble des acteurs politiques nationaux. Mais la nouveauté de la loi du 11 octobre 2013, c'est que d'une part, il y a un contrôle qui est sérieux, effectué de l'extérieur par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est une autorité publique indépendante. Et celle-ci, surtout nouveauté, publie les déclarations sur son site internet. Donc on a accès aux déclarations d'intérêt et aux déclarations de situation patrimoniale des membres du gouvernement. Or ici, il y a une transparence qui est donc effectivement très poussée, très intrusive même d'une certaine manière dans la vie privée, et qui est la plus poussée des acteurs politiques. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la déclaration de patrimoine des députés et sénateurs n'est pas mise en ligne, elle est accessible en préfecture. Et il est strictement interdit de rendre public leur contenu. De la même manière, la déclaration de patrimoine des élus locaux, par exemple, en France, est secrète.
On n'y a pas accès. Donc la transparence est la plus poussée pour les membres du gouvernement par rapport aux autres acteurs politiques. Autre phénomène de transparence très poussé aussi pour les membres du gouvernement par rapport aux autres, c'est que dorénavant, le contrôle de ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire la reconversion professionnelle des ministres, est contrôlé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique également, et les avis rendus par la Haute Autorité sur le contrôle du pantouflage, eh bien, sont désormais systématiquement rendus publics, ce qui n'est pas du tout obligatoire en vertu de la loi, et depuis quasiment le début, ils sont systématiquement désormais rendus publics, ce qui n'est pas le cas pour les autres acteurs. Les membres des cabinets ministériels, c'est plus aléatoire, parfois ils sont rendus publics, parfois ils ne le sont pas, et pour les agents publics et fonctionnaires, enfin, la haute administration, ils sont en général rarement rendus publics. Donc on a une transparence qui est une forme évidemment d'exemplarité assez importante. On pourrait citer également le développement de la transparence des membres des cabinets ministériels, puisque il y a également là, depuis quelques années, une plus grande transparence, puisque sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avaient été pris des textes imposant la nomination par un arrêté des membres des cabinets ministériels, donc une nomination qui doit être publique, qui doit être connue, et une limitation du nombre également de membres des cabinets afin d'éviter des cabinets pléthoriques. Alors, le lien de l'exemplarité avec la confiance, c'est quoi? C'est s'assurer que les gouvernements travaillent pour l'intérêt général, travaillent pour le bien public, et non pour satisfaire leurs intérêts particuliers, leurs intérêts privés. Donc c'est également le contrôle des moyens publics qui doivent être employés pour réaliser cet intérêt public et non pour eh bien, partir en voyage, faire des cadeaux à ses enfants et à sa famille. Alors, le risque, à l'inverse, c'est de se focaliser aussi parfois sur des données personnelles et d'oublier aussi l'action politique. C'est de porter atteinte à la vie privée et donc aussi parfois d'associer peut-être un peu rapidement le patrimoine et les intérêts de quelqu'un avec ses convictions politiques et avec son action politique. Et donc ça peut être aussi, là, paradoxalement, un facteur parfois de défiance, puisque à la simple lecture d'une déclaration de patrimoine ou d'intérêt, on peut immédiatement eh bien, se défier ou se méfier d'un représentant qui, parce qu'il est fortuné, parce qu'il a travaillé dans tel ou tel intérêt, risque forcément, nécessairement, de défendre les dits intérêts et d'agir de telle ou telle manière. Donc évidemment, ici, il y a aussi un énorme risque. Et enfin, comme risque également, puisque c'est une une exemplarité qui porte sur les personnes, le risque est de créer ou d'accentuer la personnalisation de la vie politique qui ne favorise pas évidemment une vision collective et offre des prises à la critique et à la contestation. Deuxième élément, la transparence. Alors la transparence, elle est consubstantielle à la démocratie représentative. Elle naît à l'origine au Parlement, à la Révolution française, avec le développement considérable de la publicité parlementaire. C'est l'une des innovations de l'Aufklärung du XVIIIe siècle, le partage de l'information, l'apparition du citoyen éclairé, l'opinion critique, le contrôle du pouvoir, etc. Et c'est là évidemment l'une des différences majeures entre le Parlement et le gouvernement, puisque l'un est le lieu de la représentation, et donc la publicité parlementaire, la transparence, noue la représentation politique, noue le lien de représentation politique, et joue le rôle de miroir entre représentation et société. L'autre, le gouvernement, est depuis toujours une boîte noire où se prépare la politique, bien plus qu'elle ne s'y exécute, comme le laisse sous-entendre la qualification de pouvoir exécutif. Alors, la première transparence, en fait, du gouvernement, ce serait l'existence d'un droit encadrant l'activité gouvernementale, comme il existe un droit qui encadre en France l'activité parlementaire. Entre la Constitution, le règlement des assemblées, l'ordonnance de 1958 et tout un tas de textes législatifs, il y a un véritable encadrement qui rend finalement le Parlement, par principe, par cet encadrement juridique déjà en lui-même transparent. Eh bien, cet encadrement n'est pas aussi important, en fait, au gouvernement,
parce que les textes qui encadrent le gouvernement sont principalement des circulaires, des arrêtés, des décrets, donc des textes qui sont très bas dans la hiérarchie des normes, des textes qui sont facilement modifiables, et cela laisse une marge de manœuvre qui est très importante pour le gouvernement, mais qui est aussi un facteur d'opacité et donc potentiellement de défiance. Alors, les spécificités du gouvernement qui contribuent à la fois à créer l'opacité ou à façonner les formes de transparence qu'elle connaît, c'est qu'il s'agit d'un pouvoir personnel. En même temps, il s'agit d'un pouvoir anonyme, bureaucratique, peu collectif, peu délibératif, très médiatisé et un pouvoir retenu. Alors, rapidement, sur la question de la transparence. Je découpe la transparence en 3 formes distinctes. Pour moi, la transparence se traduit par ce que j'appelle la visibilité, elle se traduit par ce que j'appelle la diffusion de l'information, et elle se traduit enfin par ce que j'appelle l'accès à l'information. Donc il y a 3 formes. La visibilité, c'est le fait de montrer et donc de pouvoir voir ce qui se passe. La déclinaison type de cette visibilité, c'est la séance publique de l'Assemblée nationale et du Sénat. On a aujourd'hui une séance publique qui est filmée en direct, et on a également, comme le disait Eric hier, désormais également une publicité des réunions des commissions parlementaires. Donc on a vraiment une visibilité qui est importante, c'est le lieu de la publicité. Et donc on a une visibilité de la délibération, de la construction de la loi en séance publique. Alors évidemment, le gouvernement n'a pas du tout cette visibilité. Dans ces 3 catégories-là, cette visibilité, en tout cas du point de vue juridique, c'est l'angle mort de la transparence gouvernementale. Pourquoi? Parce que le Conseil des ministres n'est pas visible, il n'est pas diffusé en direct, on n'assiste pas au Conseil des ministres. Alors on peut se souvenir que lorsque Dominique de Villepin était Premier ministre, il avait proposé de diffuser en direct le Conseil des ministres, mais ça avait été très vite écarté parce qu'on avait dit bon bah tout sera décidé à l'avance dans les couloirs avant d'arriver au Conseil des ministres. Donc le Conseil des ministres n'est pas public. Les réunions interministérielles ne sont pas publiques, les comités restreints ne sont pas publics, les comités interministériels ne sont pas publics. Donc toutes ces instances qui sont assez rares au sein du gouvernement et qui sont des instances finalement de discussion collective et de délibération, sont, elles, totalement opaques. Ce sont des boîtes noires et donc il n'y a aucune visibilité. Dans le meilleur des cas, on a des comptes rendus. On a des comptes rendus de ce qui a pu se passer, mais évidemment un compte rendu est fait par l'instance elle-même et donc elle ne dit que ce qu'elle veut que ceux qui vont lire peuvent connaître, quoi. Bah, donc forcément, ici, la visibilité est extrêmement réduite. Alors la visibilité, on le verra comme pour l'accès aux documents administratifs, la visibilité, l'absence de visibilité, plutôt l'opacité, elle se justifie par un des secrets qui est mis en avant constamment par le gouvernement, qui est le secret des délibérations. Secret des délibérations, et qui découle notamment en France du secret professionnel de l'article 226-13 du Code pénal. Mais toutes ces instances en fait délibératives sont vraiment inaccessibles. Et de la même manière, lorsque le ministre travaille avec son cabinet ministériel, avec ses conseillers ministériels, eh bien ce moment de discussion collective, ce moment de délibération est inaccessible, et même inaccessible. L'accès aux documents produits est inaccessible, notamment en raison en fait de la combinaison de l'article 213-2-1 premièrement du Code du patrimoine et l'article L311-5 deuxièmement du CRPA, du Code des relations entre le public et l'administration, en fait, qui prévoit que ces documents, la communication de ces documents porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, et donc ils ne sont communicables en fait pas avant un délai de 20 ans d'après un avis de la CADA du 18 juillet 2019 et un arrêt précédent du Conseil d'État de 1996. Donc on voit pas de visibilité et pas d'accès à l'information. Deuxième catégorie de transparence, c'est la diffusion.
La diffusion, c'est une catégorie de transparence que j'appellerais plus spontanée. Elle correspond à la publicité, le fait de publier directement un document, une information. Elle correspond aussi à l'open data. Donc elle s'est considérablement développée en France, notamment avec la loi sur la République numérique du 7 octobre 2016, qui prévoit de mettre en ligne aujourd'hui sur un site data.gouv.fr ce qu'on appelle les données essentielles, c'est-à-dire les données les plus importantes en matière économique, sociale, environnementale. Donc là, on a une transparence plus spontanée de la part du gouvernement et de l'administration, mais quand on regarde de plus près, donc j'entre pas dans les détails, on pourra en discuter au cours des questions si besoin, mais je vais directement à l'essentiel. Quand on regarde dans les détails, ces données déjà sont très parcellaires, très partielles, souvent absolument illisibles et parfois complètement inutiles. C'est-à-dire que le gouvernement choisit parfois de publier des données qui ont une utilité qui est quand même extrêmement limitée, alors même que les données les plus importantes ne sont absolument pas mises en ligne. J'y reviendrai, ce qui fait que, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que le régime d'accès, et là je débouche sur la troisième catégorie de transparence, c'est l'accès. Donc ce n'est plus une transparence qui est spontanée, mais une transparence qui est requise, et qui donc en réalité, du coup, cette transparence étant requise, c'est une transparence qui est un facteur en grande partie de défiance. Pourquoi ? Parce que puisque c'est à l'initiative du citoyen lui-même, eh bien, ça veut dire que le gouvernement n'a pas eu la volonté lui-même de communiquer sur cette information. Et alors qu'on aurait pu penser, avec le développement de l'open data et de la loi sur la République numérique de 2016, que les demandes d'accès aux documents administratifs allaient se tarir, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les demandes d'accès aux documents ont explosé et la CADA, qui est l'autorité qui donc donne un avis lorsque l'administration a refusé l'accès, eh bien, se trouve aujourd'hui submergée par ces demandes d'accès. Alors l'accès est assez significatif lorsqu'on regarde l'usage de cet accès. Soit l'accès est accepté par le gouvernement et l'administration, et là, à ce moment-là, on établit un lien de confiance, l'administration envoie le document, soit l'accès est refusé, et alors à ce moment-là, il peut être forcé par un avis positif de la CADA et par une décision de justice qui arrive assez régulièrement et ce qui crée en fait paradoxalement un lien très fort de défiance puisque toutes les instances disent au gouvernement et à l'administration il faut communiquer. Et on a des exemples assez nombreux de refus de l'administration de communiquer. Et c'est ce que je disais hier dans mon intervention, c'est qu'en fait, cette hypothèse de refus de communication, c'est la marque d'une défiance en fait des pouvoirs publics envers les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a la peur de communiquer un certain nombre d'informations et de documents parce qu'on a peur de la manière dont ça va être interprété, de la manière dont ça va être utilisé. Résultat des courses, on a beaucoup de documents qui ne sont pas communiqués et quand ils finissent par être communiqués, ce sont des documents illisibles. C'est des tableaux Excel qui sont flous, barrés, absolument illisibles, notamment lorsqu'on demande par exemple les dépenses de fonctionnement des ministères. Enfin, il faut être un comptable pour vraiment comprendre les documents qui vous sont communiqués. Alors j'ai vu qu'il me restait peu de temps, donc j'avais prévu bien d'autres choses sur la transparence que je vais supprimer. J'en viens donc très rapidement au lien de la confiance et de la transparence. Alors comment fonctionne le lien entre confiance et transparence? La transparence apporte de la confiance par l'information. Elle apporte de la confiance par l'information puisqu'il s'agit en fait de montrer, de dire, pour se soumettre soi-même à une forme de contrôle et à une forme de critique. Alors dans la même manière, la transparence peut être assez contestable parce qu'elle est utilisée aussi dans une forme de légitimation. C'est-à-dire qu'à la suite d'une affaire, on s'aperçoit par exemple de la place très importante des lobbying ou des lobbyistes, ou on s'aperçoit par exemple de la place très importante des cabinets de conseil au sein du gouvernement. Et la transparence, en fait, légitime par l'information. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour ni sanctionner, ni dénigrer un état de fait qui a pu être considéré comme une affaire ou un scandale, mais elle va paradoxalement légitimer cet état de fait.
qui peut être considéré comme scandaleux. C'est-à-dire qu'elle va dire « très bien, j'ai pris acte de toutes ces affaires. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on maintienne le statu quo. » Donc il y a ici une forme de légitimité conservatrice dans la transparence, puisqu'elle maintient le statu quo, mais en proposant désormais que ce statu quo soit transparent. C'est-à-dire en proposant qu'on informe sur ce statu quo. Enfin, la transparence peut être une manière de renouer la confiance par l'information, à condition qu'on ait confiance dans l'information qui est transmise. Et aujourd'hui, c'est un des grands enjeux. Donc, je ne vais pas développer puisque je n'ai pas le temps, mais c'est un des grands enjeux, c'est qu'aujourd'hui, l'information, on n'a plus de fiabilité de l'information. Les pouvoirs publics eux-mêmes jouent le jeu d'une défiance envers l'information en critiquant en permanence les chiffres de l'opposition, en rappelant aujourd'hui le risque des ingérences étrangères et que donc il y ait un développement considérable des fake news. Donc on a désormais la volonté de rechercher la confiance par la transparence, donc par l'information, et en même temps un dénigrement constant de cette information qui évidemment détruit la volonté de confiance. Dernier point, donc du coup c'était ma troisième partie, mais ce sera une conclusion. Troisième forme qui permet, en tout cas qui est une forme de recherche de confiance de la part du gouvernement, c'est la participation. Alors il y a tout un tas de participations. Le gouvernement est contraint aujourd'hui, il y a des participations obligatoires, il est contraint de consulter ou de négocier avec les partenaires sociaux lorsqu'il fait une réforme en matière sociale, économique, etc. Donc ça, bon, ça peut être une forme de confiance, puisqu'il s'agit quand même de travailler en lien avec les parties prenantes, avec les partenaires sociaux. Mais dernièrement, ce qui a surtout été privilégié, c'est la volonté de décentrer la réflexion et de décentrer le pouvoir en faisant appel à des participations, à des formes de participation citoyenne. En France, on a connu la Convention pour le climat, la Convention pour la fin de vie, on a fait un grand débat national, on a fait des consultations en ligne, etc. Toutes ces catégories, enfin toutes ces formes en fait de participation sont évidemment extrêmement intéressantes. La participation est très intéressante parce qu'elle ramène l'intérêt des parties prenantes, l'intérêt des citoyens dans le processus de décision, mais dans le même temps, elle est fondée aussi paradoxalement sur une défiance, la défiance du gouvernement envers le Parlement. Et le revers de la médaille également, c'est que dans la plupart de ces procédures, on a entendu les Français, on a entendu des expertises extrêmement intéressantes, mais elles n'ont débouché sur rien. Et évidemment, l'énorme erreur d'Emmanuel Macron pour la Convention sur le climat est d'avoir dit au préalable qu'il reprendrait toutes les propositions sans filtre et de ne pas l'avoir fait. De même, le grand débat national, qui pouvait être un moment extrêmement intéressant dans le processus démocratique de la France, puisque les Français, c'était des cahiers de doléances. Hein. Les Français pouvaient informer sur leur quotidien, sur leur vie, ce qui pouvait nourrir la politique publique, et donc vraiment recréer un lien de confiance. Les documents du grand débat national en France sont inaccessibles. Inaccessibles. Donc on ne sait pas ce que ça a donné, on ne peut pas les lire, on ne sait pas ce qu'en a tiré le gouvernement, et nous-mêmes en tant que chercheurs, on n'a pas accès à ces documents. Donc la participation ici aussi a un revers de la médaille, c'est qu'elle est construite sur une forme de défiance entre les institutions, et elle est productrice potentiellement d'une certaine défiance aussi. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle propose de contourner le pouvoir politique lui-même au profit des citoyens. Donc c'est assez paradoxal de vouloir renouer avec la confiance tout en disant bah, finalement c'est plus moi qui décide, c'est vous. Et enfin, dernière chose, surtout, le revers de la médaille de cette participation citoyenne, c'est que finalement elle ne sert à rien. Voilà, je vous remercie.